Merci José pour la présentation. C'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui ici avec Pavel pour vous parler des cristaux liquides. Donc d'abord, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez entendu déjà parler des cristaux liquides? Oui? Non? Pas tout le monde? En fait, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'eux, peut-être pas, mais en fait, il y a une chose qui est très probable, c'est qu'à ce moment, vous savez sur vous des cristaux liquides. Donc c'est le cas si vous savez des téléphones portables, ou si vous savez des montres digitales, ou si vous savez, par exemple, des billets de banque. En fait, on est entouré des cristaux liquides. Ils sont dans les afficheurs, bien sûr, mais ils sont aussi partout. Enfin, dans la nature, par exemple, ils sont dans les carapaces des scarabées, peut-être que vous ne savez pas ça, et ils sont aussi dans notre corps. Donc, les cristaux liquides sont des substances, comme nous allons voir tout à l'heure, à propriétés vraiment inédites. Et grâce à ces propriétés, il y a eu une révolution technologique récemment. Mais avant d'être une révolution technologique, ça a été une révolution scientifique qui nous a changé la manière de comprendre les états de la matière. Et donc, nous vous proposons de revivre cette révolution en faisant un voyage dans le temps. Donc, on va parler de la découverte des cristaux liquides. Tout a commencé en fait à la fin du 19e siècle avec Reidnitzer. Reidnitzer était un chimiste autrichien qui étudiait les propriétés du cholestérol dans les plantes. Donc à l'époque de Reidnitzer, on savait bien que la matière pouvait se présenter dans trois états. Donc dans l'état solide, liquide et gaz. Et la différence entre ces trois états était la manière dans laquelle les atomes et les molécules étaient ordonnés à l'intérieur de la substance. Dans un cristal, les molécules sont parfaitement ordonnées dans un réseau cristallin, dans un réseau régulier. Elles sont fortement soudées les unes aux autres. C'est pour cela que les cristaux ne se déforment pas. Tandis que dans un liquide, les molécules sont complètement désordonnées. Elles sont associées les unes aux autres, mais très faiblement. Et donc, les liaisons sont très faibles et c'est pour cela que les liquides se déforment. Se déforment beaucoup à tel point qu'ils coulent. Et finalement, le troisième état, c'est l'état gazeux. Dans cet état-là, les molécules sont complètement désordonnées et elles ne sont pas du tout liées les unes aux autres. Donc, on savait aussi que c'était possible de faire des transitions entre les différentes phases en utilisant la température. Ça, vous le savez très bien, parce que quand vous prenez la glace et vous la chauffez, la glace fond. On a une transition de phase entre l'état cristal, l'état solide et l'état liquide. Bon, revenons à Reidnitzer. Reidnitzer, il voulait justement étudier la fusion d'un cristal, mais ce n'était pas un cristal d'eau, ce n'était pas de la glace, c'était un cristal de benzoate de cholestérol. Donc, il prend son cristal, il le chauffe et il se rend compte qu'en fait, il se comporte très anormalement. Donc, la première chose qu'il voit, c'est que quand le cristal, quand il chauffe son cristal, il fond. Mais ils font dans un liquide, une substance laiteuse comme celle-là que vous pouvez voir ici, vous voyez. Ça, c'était un résultat assez étrange, assez surprenant, parce qu'on sait bien que les substances pures sont transparentes dans leur état liquide. Et cette substance-là n'était pas du tout transparente, comme vous pouvez voir. Mais ce qui était vraiment très surprenant, c'est ce qu'il a vu quand il a continué à chauffer cette substance-là. Et donc, nous allons faire l'expérience. Ici, j'ai de l'eau que j'ai mis à chauffer sur cette plaque chauffante. Elle est à environ 50 degrés. Donc, je vais prendre ce liquide-là et je vais le chauffer. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on va avoir une transition de phase ou un changement d'état. Vous voyez qu'au fur et à mesure que tous les liquides se réchauffent, la substance devient transparente. Vous voyez, déjà là, on voit la partie supérieure transparente, la partie inférieure qui est opaque. Je vais laisser les liquides là et on va voir qu'à la fin, tout va être transparent. Après, le procès-là est réversible, donc je vais maintenant refroidir. J'ai de l'eau froide ici, je vais le mettre à l'intérieur et nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir
que la substance va devenir opaque. Je vais le sortir, voir si ça se voit mieux à l'extérieur. Bon, il est en train de redevenir une substance opaque. Donc, si cet état final qu'on a vu, qui était transparent, était l'état liquide, la question que Reignitzer se pose, c'est qu'est-ce que c'est alors ces substances laiteuses qui apparaissent au milieu, avant? Donc, il était complètement étonné et il s'est dit, je vais contacter mon collègue Otto Lehmann, qui était un physicien. Donc, il envoie cette lettre-là à Lehmann et le contacte. Et donc, Lehmann, il était un physicien allemand qui étudiait les propriétés optiques des cristaux. Et donc, il avait notamment construit un microscope comme celui-là, enfin, en fait, c'est celui-là, qui avait une platine chauffante qui lui permettait d'étudier l'évolution des propriétés optiques des cristaux en fonction de la température. Donc, à l'époque des Lehmann, on savait très bien aussi que les cristaux et les liquides interagissent avec la lumière d'une manière très différente. Et cela vient du fait que les molécules à l'intérieur des cristaux et des liquides sont ordonnées de manière très différente. Dans un cas, elles sont ordonnées, en fait, et dans l'autre cas, elles sont désordonnées. Et ça, on peut le voir ici avec ces petits schémas. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un cristal, un 2D, et si on se promène dans cette direction-là, vous voyez que les molécules sont très rapprochées les unes aux autres. Par contre, si maintenant on suit ces lignes-là, la diagonale, les molécules sont plus espacées. Donc, quand la lumière va se propager dans les cristals, il va avoir un ordre qui est différent selon la direction dans laquelle la lumière se propage. Donc, les cristaux sont des milieux anisotropes. Dans un liquide, par contre, c'est un milieu désordonné, toutes les directions sont équivalentes. Donc, maintenant, la question, c'est comment cette anisotropie des cristaux se manifeste en pratique. Donc, pour voir ça, nous allons parler de la lumière et plus spécifiquement de la polarisation de la lumière. Donc, la lumière, c'est une onde électromagnétique qui est composée par un champ électrique et un champ magnétique qui vibrent perpendiculairement l'un à l'autre dans un plan qui est orthogonal à la direction des polarisations, à la direction des propagations. Donc, une manière de représenter un champ électromagnétique pourrait être comme ça. Donc, vous voyez, il y a deux champs que je représente avec mes bras, droite et gauche, qui vibrent orthogonalement, dans les plans orthogonaux aussi à la direction des propagations. Donc, la polarisation de la lumière décrit en fait l'état des vibrations ou la direction des vibrations du champ électrique. Donc, dans cette onde-là que je viens de représenter, disons que mon bras à droite représente la vibration du champ électrique. Vu que les champs électriques vibrent toujours dans la même direction, on dit que cette onde-là est polarisée rectilignement et la direction des polarisations est cet axe horizontal. Si maintenant on dit que c'est mon bras gauche qui représente les champs électriques, dans ces cas, la lumière serait polarisée rectilignement dans cet axe vertical. Et bien sûr, tous les autres axes possibles, donc la lumière peut vibrer dans toutes les autres directions possibles, toujours dans ces plans normaux à la direction des propagations. Donc ça, c'est la lumière qui est polarisée rectilignement. Bien sûr, il y a des autres possibles états de polarisation. Par exemple, on a la polarisation circulaire. Dans ces cas, donc, les champs électriques vibrent dans une direction qui tourne. Quand la lumière se propage, tourne et décrit un cercle. Et en général, nous pouvons avoir aussi de la lumière polarisée électriquement, comme vous pouvez voir là. Donc, nous pouvons représenter ces états de polarisation de la lumière, peut-être avec une corde. On va essayer. Donc, là, c'est dans cette corde-là, nous allons faire une onde polarisée linéairement dans les plans horizontaux. Vous voyez? On peut aussi faire une onde qui est polarisée rectilignement dans les plans verticaux. Et on peut faire de la lumière qui est polarisée circulairement. Voilà. Donc,
la lumière ambiante, en général, n'est pas polarisée. Elle est composée par des multitudes d'ondes, mais chaque onde vibre dans une direction aléatoire, donc elle n'est pas polarisée. Mais on peut la rendre polarisée en utilisant un polariseur. Qu'est-ce que c'est un polariseur? Un polariseur fonctionne un peu comme, si vous voulez, comme cette fente. Donc, on a la lumière qui, en principe, vibre dans toutes les directions de l'espace, et le polariseur va laisser passer quelle est la composante de la lumière qui vibre dans la direction de la fente. Je vais réussir, voilà, comme ça. Si on met un deuxième polariseur qui est aligné avec les premiers, donc la lumière peut passer, et voilà, comme ça, peut passer, et nous savons, voilà, de la lumière qui passe à travers du deuxième polariseur. Pavel va vous montrer ça avec deux polariseurs. Voilà, donc maintenant vous me voyez. Maintenant aussi. Mais quand même, on le Et voit. là, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai tourné. Voilà. Donc, Pavel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné les deuxièmes polariseurs. Il a mis perpendiculaire au premier. Et donc, comme vous pouvez voir, la lumière reste bloquée et ne passe pas. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui se passe si on met quelque chose entre ces deux polariseurs? La lumière va changer des polarisations? Pas. Bon, ça dépend de ce qu'on met. On va faire l'expérience. Donc ici, nous avons deux polariseurs, donc je vais allumer ici, déjà. Hop, je vais changer. Voilà. Voilà. Donc quand les polariseurs sont parallèles, l'un à l'autre, de la lumière passe. Quand ils sont croisés, la lumière, en principe, ne passe pas, mais comme ma caméra, elle ajuste un peu, voilà. Elle ne passe pas. Voilà. Donc, maintenant, j'ai les deux polariseurs qui sont croisés. Je vais mettre un liquide entre ces deux polariseurs. Un liquide quelconque, de l'eau. Donc, j'ai de l'eau ici. Je vais mettre une goutte d'eau. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rien, en fait, rien. L'eau, les liquides en général, ne changent pas l'état de polarisation de la lumière. Donc, la lumière reste bloquée au deuxième polariseur et on ne voit plus grand-chose. Maintenant, on va mettre un cristal. Là, c'est de la calcite. On va le mettre entre les deux polariseurs et vous allez voir que la lumière passe à travers le cristal. Donc, ça veut dire que le cristal a changé l'état de polarisation de la lumière de telle sorte qu'il y a une composante qui peut passer à travers du deuxième polariseur. Donc, avec ça, on peut conclure que les liquides, les milieux désordonnés, n'altèrent pas l'état de polarisation de la lumière, tandis que les milieux ordonnés, comme les cristaux, changent la polarisation de la lumière. Maintenant, la question c'est... Bon, non, je vais faire l'expérience d'abord. Donc, la question c'est, qu'est-ce qui se passe si on met cette substance que Reidnisser avait trouvée entre les polariseurs croisés? Bon, on va faire l'expérience. Donc, je vais prendre encore une lame de verre. Je vais mettre une petite goutte de ma substance en question. Hop. Voilà. Voilà, on va la mettre là. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de doute. C'est une substance qui change l'état de polarisation de la lumière. Donc, c'est un milieu ordonné. Donc, si c'est un milieu ordonné, ce n'est pas un liquide, mais ça coule. Donc, ce n'est pas... Je dis, si c'est un milieu ordonné, ce n'est pas un liquide, oui, j'ai bien dit. Et comme ça coule, ce n'est pas un cristal non plus. Donc, la question, c'était, qu'est-ce que c'est ça? Il s'agit d'un nouvel état de la matière, qu'il appelle cristal liquide. Donc, bien sûr... Donc, je laisse Pavel peut-être dire les mots d'éléments en allemand. Fließende Kristalle ou flüssige Kristalle. Donc voilà, ça c'était sa conclusion, c'est des cristaux qui coulent et c'est un nouvel état de la matière, à son avis, qu'il a appelé cristal liquide. Bien sûr, cette affirmation, un nouvel état de la matière, a créé des polémiques à cette époque-là où ces dogmas des trois états de la matière étaient bien consolidés. Donc ça a pris un temps pour pouvoir
vraiment accepté cette idée que ce que Reidnisser avait observé dans ses expériences était vraiment un nouvel état de la matière. Mais la vraie compréhension des cristaux liquides est venue avec George Friedel, qui était un physicien français, un cristallographe en fait, français, qui a écrit un papier qui a été clé de l'histoire des cristaux liquides. Un papier qui s'appelle « Les états mésomorphes de la matière ». Dans ces papiers-là, il a bien établi que ces substances-là, c'était des nouveaux états de la matière. Mais par contre, dans cette papier-là aussi, il écrit très clairement qu'il s'oppose à ces noms cristal liquide. Pour lui, ça prête à la confusion. Ce n'est pas un cristal, ce n'est pas un liquide, c'est un nouvel état de la matière, donc il faut lui trouver un nouveau nom. Et les noms que Friedel propose, c'est état mésomorphe. Méso qui veut dire intermédiaire, morphe qui veut dire forme. Une autre contribution très importante de Friedel, ça a été qu'il a fait la première classification des cristaux liquides. Donc, à cette époque-là, on savait que cette phase-là, ou cet état-là, qui Reidnisser avait trouvé avec les benzoates de cholestérol, était aussi dans des autres substances. Il y avait des autres substances qui présentaient cette propriété des doubles points de fusion. Et donc, Friedel, il a étudié ces substances-là avec un microscope polarisant et il s'est rendu compte qu'il y avait différents types de mésophases dont la différence était la manière dans laquelle les molécules étaient ordonnées à l'intérieur. Et donc, il a fait cette classification-là. Il a parlé des 3 états possibles, les nématiques, smectiques et cholestériques. Aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins, je dirais, une vingtaine ou même plus des états mésomorphes possibles. On sait aussi, on a pu mesurer exactement cette organisation moléculaire en utilisant la diffraction des rayons X. Et on sait bien comment elle est la structure de ces systèmes, de cette phase. Donc, cette phase apparaît dans des substances dont les molécules sont allongées. Très souvent, elles sont une forme de bâtonnets. Et ces bâtonnets-là sont organisés différemment. Donc, dans la phase que Friedel a appelée nématique, les bâtonnets sont alignés parallèles les uns aux autres dans une direction. C'est des substances qui sont de l'ordre orientationnel, mais pas positionnel. C'est-à-dire que ces bâtonnets sont organisés, leur centre de masse sont organisés de manière aléatoire dans l'échantillon. Après, il y a une deuxième classe des cristaux liquides que Friedel a appelée smectique. Dans ces cas, il y a de l'ordre orientationnel, mais les molécules sont aussi organisées dans des couches. Et la troisième classe, que je ne montre pas ici, c'était les cholestériques. Les cholestériques, en fait, c'est un type de nématiques dans lesquels les molécules sont torsadées. Donc, les travaux de Friedel ont vraiment consacré les cristaux liquides comme des nouvelles phases de la matière. Et donc, c'était des nouvelles phases qui ne se connaissaient pas encore leurs propriétés, etc. Donc, il y avait des tas de propriétés à explorer et beaucoup des sciences à faire à ce moment-là. Et donc, Pavel va vous raconter un peu... on va faire des expériences. Il va vous montrer ces propriétés-là, au moins quelques-unes de ces propriétés. Voilà. Donc, Thérèse vous a montré cette expérience avec la calcite qu'elle a placée entre 2 polariseurs croisés. Vous avez vu que la polarisation de la lumière qui était linéaire a été altérée et la lumière a été transmise par l'autre polariseur qui était croisé avec le premier. Ceci a pour origine la propriété des cristaux liquides qu'on appelle biréfringence. C'est un mot qui est un peu mystérieux, mais qui veut dire tout simplement double réfraction. Et nous allons faire donc une expérience de réfraction. Ici, nous allons faire un petit rappel. Rappel de la réfraction par un prisme. Donc nous avons ici un prisme. La lumière est incidente ici. Elle est réfractée une première fois. Ça, c'est la normale à cette face. Ensuite, elle est réfractée une deuxième fois. Continue. Ça, c'est l'angle du prisme. Ici, nous avons, l'angle de réfraction. Et remarquez que cet angle ici, c'est le même que celui-là.
Maintenant, voilà. Ici, nous avons... Ce sont des considérations géométriques très simples. On peut se convaincre que cet angle ici, c'est alpha plus bêta divisé par 2, tandis que cet angle qui est ici, ce n'est rien d'autre que alpha sur 2. Vas-y. Et donc, nous avons la formule ici qui dit que l'indice de réfraction, c'est la formule de Descartes, sinus alpha plus bêta sur 2 divisé par sinus alpha sur 2. Nous allons faire d'abord l'expérience sur la réfraction par un liquide, par un prisme liquide. Mais comment faire un prisme avec un liquide? C'est très simple. Il faut construire une cuve qui a la forme d'un V. Donc c'est une cuve qui est faite de 2 plaques de plexiglas. Et dans cette cuve, on verse de l'eau. Donc ici, j'ai versé de l'eau dans cette cuve en forme des prismes. Ici, j'ai un laser et j'envoie le faisceau sur cette échelle ici. En ce moment, l'échelle tombe sur les traits qui est marqué 1, R. Il n'y a pas de réfraction. L'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Maintenant, je vais placer ici donc mon prisme liquide. Et que voyons-nous? Attendez, je vais baisser un peu. Oui, il faut baisser encore. C'est bien de l'eau. Ça tombe un peu trop haut, à mon avis. Pardon, je me suis trompé, c'est de l'huile. L'eau est ici. Voilà. Bon. Ah, ça c'est bien. OK? Donc ici, donc, vous voyez donc, ce faisceau réfracté qui tombe sur un trait sur lequel j'ai marqué l'eau. Peut-être vous vous souvenez que l'indice de réfraction de l'eau, c'est 1,33. Maintenant, à la place de ces prismes formés de l'eau, je vais mettre un prisme dans lequel il y a de l'huile d'olive. Il y avait une petite différence entre nous parce que moi je disais que l'huile de Portugal, tandis que Teresa préfère que ce soit d'Espagne. Voilà. Et donc ici, on voit tout de suite que le faisceau est réfracté plus fortement. L'indice de réfraction de l'huile est plus fort que celui de l'eau. Par ailleurs, c'est un moyen de mesurer la pureté de l'huile. Alors maintenant, nous allons faire l'expérience avec un cristal. Voilà, c'est un cristal de quartz. Un très beau cristal de quartz. Je ne sais pas si vous voyez ici, ce cristal est facetté. Et ce facettage, en fait, a amené AUI à conclure que la structure des cristaux est régulière à l'intérieur. Alors ces facettes du cristal du quartz peuvent être utilisées comme un prisme. Donc si je prends l'extrémité du cristal, continue, j'ai un prisme. Nous allons envoyer donc un faisceau laser et nous allons voir ce qui se passe. Alors que voyons-nous? Dites-moi. On a 2 faisceaux au lieu d'un. 2 faisceaux sortent, un seul est entré. C'est la double réfringence, bi-réfringence. Nous avons 2 indices de réfraction. Ici, vous avez l'échelle qui était calculée pour l'angle entre les facettes qui était de 46 degrés. Et nous pouvons lire ici qu'un indice vaut 1,55 et l'autre 1,59. Donc la différence d'indice, c'est 9 centièmes. Il y a quelque chose d'autre de très intéressant. Ici, j'ai un polariseur. Voilà. Dans cette orientation, il transmet la polarisation horizontale. Si je mets ici le polariseur à cet endroit-là, que voyez-vous? Un des faisceaux a été éteint. Donc, celui qui passe, c'est celui qui est plus fortement réfracté. Donc, le faisceau plus fortement réfracté est polarisé horizontalement. Maintenant, je tourne le polariseur de 80 degrés et que voyons-nous? C'est l'autre qui s'est éteint et celui qui passe à la polarisation verticale. Donc, nous avons 2 faisceaux qui sont polarisés perpendiculairement l'un à l'autre. Celui qui est plus fortement
réfractaire, on l'appelle extraordinaire. Celui qui est moins fortement réfractaire, on appelle l'ordinaire. Et leur polarisation orthogonale. Alors maintenant, donc, arrivons à l'expérience cruciale, comme on dit, experimentum crucis. Donc, à la place donc, des prismes liquides, nous allons installer un prisme de cristal liquide pneumatique. Oups. Il faut que je monte un peu. Non, il faut que je monte. Oui, c'était manip en direct. Non, il faut que je monte, pardon. Je tourne dans le mauvais sens. C'est bon. C'est bien? Ah oui. Alors, bon, vous vous attendiez à ces résultats. Donc, c'est la même propriété que celui des cristals de quartz. Ce prisme de cristal liquide pneumatique est biréfringent. Un indice de réfraction vaut environ 1,52, l'autre 1,72. Donc, la différence d'indice de réfraction est 0,2, tandis que l'autre était 0,06. Voilà, 6, je crois. Et comme dans les cristals de quartz, un faisceau est polarisé horizontalement et l'autre verticalement. C'est très intéressant. Et puis, je vais encore faire la dernière expérience. C'est un liquide, donc ça coule. Bon, on va le faire couler à l'intérieur donc de ces prismes. OK? Vous voyez que ça coule? Bon, je vais remettre les prismes à la place. Eh bien, un des faisceaux a disparu et l'autre est moins bien. Ben, vous vous en doutez qu'en faisant couler les cristaux liquides, j'ai perturbé les orientations des molécules. Donc, dans cette prisme pneumatique, dans cette cuve, l'orientation des molécules était horizontale. Alors, il faut que je vous dise une chose. Les molécules du cristal liquide, oui, voilà, ont l'esprit moutonnier parfait. Parce qu'il suffit de saisir une seule molécule, une seule. Si vous imposez l'orientation à une seule molécule, toutes les autres vont s'aligner parallèlement à celle-ci. Si vous la faites tourner, les autres vont faire la même chose. C'est le comportement moutonnier parfait. Alors ici, bien sûr, nous n'avons pas saisi une seule molécule, mais nous avons fait autre chose. Nous avons traité les parois de la cuve. Ce sont les parois de plexiglas, tendres. Nous les avons frottées avec un tissu dans la direction qui est indiquée par la flèche. Les molécules du cristal liquide se sont mises dans les rainures formées par le frottement. Elles ont pris cette orientation-là, et celles qui sont en volume ont suivi les molécules sur les surfaces. Alors, on peut dire que le cristal liquide pneumatique est très influençable. Et c'était donc ces physiciens soviétiques, il faut dire, parce que c'était 1927, Vsevolod Frederiks, qui a découvert une chose très intéressante, à savoir que les cristaux liquides sont sensibles au champ électrique. Donc ici, nous voyons donc une sorte d'animation qui montre à quoi ressemble le cristal liquide à l'intérieur. Donc ici, on va imposer maintenant un champ électrique oblique. Donc le champ électrique a cette direction-là. Maintenant, clique sur la vidéo, et sous l'effet de ce champ électrique, les molécules vont tourner, elles vont s'aligner dans la direction du champ électrique. Si on supprime le champ électrique, elles vont revenir à l'état initial. Alors, cette propriété-là, d'orientation par les surfaces et de la sensibilité à la présence du champ électrique, est utilisée dans les afficheurs à cristaux liquides. Alors, nous avons construit pour vous les plus simples et les plus mauvais afficheurs du monde. C'est un afficheur à 1 pixel. En plus de ça, il ne marche qu'en noir et blanc. Alors, comment est-il construit? Donc, nous avons 2 lames de verre. Donc, ces 2 lames de verre, d'abord, sur les surfaces, celle-ci
supérieure et celle-ci inférieure, sur les surfaces qui seront en contact des cristaux liquides, comportent les électrodes transparentes. Première chose. Deuxième chose, ces deux surfaces ont été frottées. On verra ça ensuite. Ensuite, ici, on pose les cales en plastique, une autre cale, voilà. On assemble ça, on assemble la cellule. Donc, vous avez deux lames de verre séparées par des cales. L'espace entre elles est à environ 0,1 mm. Ensuite, on verse le cristal liquide. Maintenant, les surfaces des électrodes ont été frottées. Mais on a compliqué un peu les affaires. On ne les a pas frottées dans la même direction. Celle du bas, on a frotté dans la direction, disons, X, et celle en haut, on a frotté dans la direction Y. Alors là, les molécules du cristal liquide sont perplexes. Que doivent-elles faire? Regardons la chose suivante. Alors, elles adoptent une configuration dans laquelle l'orientation change de façon continue en passant du bas vers le haut. C'est une rotation régulière en hélice. Cette cellule, avec cette rotation de l'orientation moléculaire, a une propriété très intéressante. Tu peux montrer la vidéo? Ah, pardon. La vidéo. Cette cellule fait tourner les plans de polarisation. Donc, vous voyez la polarisation qui arrive dans la direction X, puis la polarisation de la lumière suit la direction des molécules, et donc quand elle ressort, elle est dans la direction Y. Alors, nous allons voir si ça marche, si notre cellule marche correctement. Donc maintenant, il faut que tu branches dessus. Donc voilà. En ce moment, les polarisations sont parallèles. Donc la lumière est transmise. Si je mets la cellule, elle est bloquée. En revanche, quand les polariseurs sont croisés, si je mets la cellule, ça s'allume. C'est clair. L'échantillon, la cellule, fait tourner les plans de polarisation. Eh bien, quand les polariseurs sont croisés, c'est parfait, elle sera transmise. Alors maintenant, comment marche un pixel? Eh bien, tout simplement, on applique un champ électrique. Donc, on va travailler dans l'état qui est... Ça marche mieux comme ça. Voilà. Donc, en ce moment, les polariseurs donc, sont parallèles. Et je vais appliquer un champ électrique avec une petite batterie toute bête. Voilà. Alors, remarquez que ça prend du temps. Cette transition prend du temps. Bon, si les écrans de télévision étaient construits comme ça, on ne pourrait pas voir les films. Alors, pourquoi donc les écrans sont plus rapides? Tout simplement parce que l'épaisseur du cristal liquide entre les deux électrodes est beaucoup, beaucoup plus petite. D'ailleurs, elle est de l'ordre de quelques microns. D'ailleurs, on peut se poser la question, comment fait-on pour maintenir à la distance stricte de 2 ou 3 microns deux dalles de verre qui ont les dimensions de presque un mètre? C'est un petit problème technologique. Donc, aujourd'hui, vous avez les écrans dans lesquels vous avez des millions de pixels. Ces écrans sont en couleur. Alors, les couleurs, on obtient tout simplement en ajoutant des filtres colorés. Vous avez des pixels suivis d'un filtre rouge, les autres qui sont suivis d'un filtre vert et bleu. C'est comme ça qu'on obtient les couleurs. Alors, les cristaux liquides ont déclenché vraiment une nouvelle ère de recherche. C'était une sorte d'explosion. Et donc, dans cette explosion de recherche sur les cristaux liquides, ici en France, mais aussi dans le monde, un grand rôle a été joué par Pierre-Gilles Dejeune. J'ai demandé à M. Guyon, à la fin de notre exposé, de vous dire quelques mots
de M. Desgènes qu'il a connu mieux que quiconque autre. Mais pour l'instant, je vais vous dire, vous le savez peut-être déjà, que Pierre-Gilles Desgènes était directeur de cette école pendant un certain temps, tout en étant professeur au Collège de France. Et puis en 1991, il a obtenu des prix Nobel pour ses recherches sur les cristaux liquides. Son livre sur les cristaux liquides, The Physics of Liquid Crystals, jusqu'à aujourd'hui, demeure une référence dans ce domaine. C'est une sorte de Bible à laquelle on retourne toujours. Après le décès de Pierre-Gilles Desgènes, on a publié un numéro commémoratif de ce journal, The Journal of Physical Chemistry, avec cette photo sur la couverture. Et puis, en haut, il y a une petite phrase. Liquid crystals are beautiful and mysterious. I'm fond of them for both reasons. Cette expression, ce motto, on le trouve sur la deuxième page du livre de Desgènes, The Physics of Liquid Crystals. Tu peux continuer? Voilà. Alors, très récemment, un autre prix Nobel a été attribué à ces trois physiciens, Thouless, Haldane et Kosterlitz, pour les recherches sur les transitions de phase dans lesquelles la topologie, les défauts topologiques jouent un rôle important. Alors, c'est donc Teresa maintenant qui va parler de son sujet de recherche, qui est sur les défauts topologiques dans les cristaux liquides nématiques, entre autres. Vas-y, Teresa. Merci, Pavel. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu des situations dans lesquelles les molécules des cristaux liquides, donc on a toujours, jusqu'à maintenant, on a parlé des nématiques, donc les molécules avaient de l'ordre orientationnel, et elles s'étaient soit tous alignées dans la même direction, c'était le cas du prisme liquide, soit leur direction changeait, mais elles changeaient de manière uniforme, continue. Et c'était le cas du pixel. Mais il y a des situations dans lesquelles il y a des contraintes qui font que les molécules ne peuvent pas être organisées de manière que leur orientation change d'une manière uniforme. Et pour vous donner un exemple, je vous montre qu'est-ce qui se passe si nous avons un cristal liquide nématique sur une sphère. Donc, on peut dire, on va essayer d'organiser des molécules, des bases de données sur les sphères. On peut se dire, on va les mettre tous parallèles les unes aux autres à l'équateur, au niveau de l'équateur. Par contre, quand on s'approche au pôle, on voit qu'au fur et à mesure, les molécules qui étaient initialement parallèles, elles sont plus parallèles. Et sur ces points-là, l'ordre orientationnel a complètement disparu. Cette singularité-là, ce point singulier, est ce qu'on appelle un défaut topologique. Sur cette sphère, cet exemple-là, on a un défaut topologique sur un pôle et l'autre est sur les pôles sud. Donc, ces défauts topologiques, on les a dans notre chevelure. Et souvent, donc vous savez qu'il n'y a pas moyen de se peigner les cheveux sans générer des épis. Souvent, on en a une. Il y a des gens, comme les petits-neveux des Pavel, qui en a trois. Là, il y en a un, l'autre est là, et au milieu, il y en a un autre. Il y a aussi des animaux qui montrent des défauts assez marrants, comme celui-là que vous pouvez voir ici. Donc, tout ça pour vous dire que les défauts topologiques arrivent souvent et arrivent dans des situations où on ne peut pas compatibiliser l'ordre orientationnel avec, par exemple, le confinement ou la géométrie dans laquelle les cristaux liquides est confinés. Donc, il faut des défauts. La question, c'est combien de défauts il faut? Pour cela, la réponse, en fait, c'est ça dépend du type de défaut qu'il y a. Donc, les défauts se caractérisent par leur charge topologique. C'est quoi la charge topologique? Vous voyez qu'autour du défaut, les molécules tournent. La charge topologique mesure l'angle de rotation des molécules autour du défaut. Ici, à ce type de défaut, la rotation, c'est de 360 degrés. Donc, on dit que la charge topologique est 1. Il y a des défauts où on a les molécules qui tournent d'un côté, mais pas de l'autre. Dans ces cas, c'est des défauts de charge 1,5. Donc, si on revient à cet exemple-là, là, il y a un défaut de charge 1, il y en a un autre en bas de charge 1, donc la charge totale est 2. Et en fait, il ne pouvait pas être autrement, parce qu'il y a un théorème mathématique, le théorème des points carrés, qui dit que l'ordre nématique sur la sphère doit être accompagné des défauts, d'un nombre de défauts tel
que si on somme les charges, on obtient 2. C'est un invariant topologique. Tout ça, c'est une configuration possible. Nous pourrions avoir aussi un système avec 4 défauts en demi, de telle sorte que la charge totale finale soit 2 aussi. Et c'est ça, c'est qu'on a représenté ici. Donc avec 2 défauts, c'est assez simple de voir. Avec 4, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez le voir ici. Je vous laisse passer la balle. Donc ça, c'est ce que je viens de vous raconter, c'est un peu assez abstrait, mais on peut voir ces défauts dans les cristaux liquides. Si on arrive, par exemple, à confiner un cristal liquide nématique sur une surface, comment on peut faire, sur une sphère, pardon, comment on peut faire ça? Nous, on fait ça au laboratoire en utilisant la microfluidique, donc en générant des gouttes dans des gouttes. En fait, ce que vous voyez là, c'est une goutte de nématique qui contient à l'intérieur une goutte d'eau. La goutte d'eau est quasiment de la même taille que la goutte de nématique, de telle sorte que donc, le cristal liquide, il fait une couche, une coque sphérique autour de la goutte d'eau. Et donc, dans ces coques nématiques, on voit des défauts topologiques. Je vais vous montrer ici avec le microscope à quoi ils ressemblent, ces défauts topologiques. Ça, c'est un échantillon. Donc, ici, nous avons un microscope. J'ai mis un échantillon, vous allez voir, ce n'est pas une image, c'est quelque chose qu'on est en train de voir live. Et cet échantillon-là est un tripolariseur croisé. Donc, vous voyez déjà la biréfringence des nématiques, la lumière ne passe pas. Donc, ces gouttes sont dans l'eau. Ici, il y a de l'eau. Donc, comme les polariseurs sont croisés, donc j'ai mis, je ne sais pas si je l'ai dit, l'échantillon est entre 2 polariseurs croisés. Donc, dans les endroits où il y a de l'eau, la lumière ne passe pas, elle est bloquée par l'analyseur, les deuxièmes polariseurs. Mais ici, dans les gouttes, on voit qu'il y a de la biréfringence. Les défauts topologiques, c'est ces points-là que vous voyez là. Vous voyez, on peut le distinguer assez bien parce qu'ils sont toujours entourés des lignes noires. Ces lignes noires, c'est des endroits où les molécules sont alignées le long du polariseur ou des analyseurs, donc un des 2 des polariseurs qui sont croisés. Et donc, la charge topologique, donc on peut la savoir parce qu'on sait que quand il y a 4 lignes noires comme ça, les défauts ont une charge 1. Quand il y en a 2, la charge du défaut est 1,5. Donc ici, on a 2 défauts de charge 1,5, un défaut de charge 1, charge totale 2, tout marche bien. Point carré, le théorème des points carrés est respecté. Ici, par exemple, bon, on voit un peu moins bien, je peux me balader, ah là, voilà, là, il y a une autre. Ici, il y a 2 lignes noires autour de chaque défaut. Ici, on a une coque avec 4 défauts et demi. Donc, je vous ai montré un cas assez simple, c'est un cristal liquide assez simple, un nématique. Les molécules étaient parallèles aux interfaces. On peut contrôler en ajoutant des choses dans l'eau. On peut contrôler l'orientation des molécules aux interfaces. Dans ces cas, elles s'étaient ancrées parallèlement aux interfaces. Donc, c'était un système finalement, une configuration assez simple. On peut compliquer cette configuration et générer des défauts topologiques et des réseaux et des structures, textures dans les cristaux liquides beaucoup plus compliqués. Et ici, je voulais vous montrer un exemple. Ça, c'est une coque avec un cristal liquide cholestérique. C'était cette phase-là où les nématiques étaient, donc les molécules étaient dans une configuration nématique torsadée. Là, on est dans un état planaire, c'est-à-dire que les molécules sont ancrées parallèlement aux interfaces. Maintenant, on va changer la température et ça va faire que les molécules changent leur orientation aux interfaces et vont devenir perpendiculaires. Et vous allez voir comment les 2 défauts, ici, on ne voit pas les lignes noires, c'est compliqué à expliquer parce que dans les cholestériques, ça marche un peu différemment. Mais vous allez voir quand même que cette texture va évoluer au fur et à mesure que les molécules changent leur orientation aux interfaces. Donc, nous avons changé la température et vous allez voir qu'il y a des instabilités qui apparaissent à l'interface et des nouveaux types de défauts qui apparaissent, des structures très complexes que nous sommes en train d'étudier en ce moment au laboratoire. Donc, avec ces systèmes-là, d'un côté, on les utilise pour étudier des questions fondamentales sur les défauts topologiques, donc la structure de ces défauts-là, comment ces défauts interagissent entre eux, comment on peut transformer un type de défaut dans un autre. Mais aussi, on étudie ces systèmes-là parce qu'ils sont très intéressants d'un point de vue pratique. Donc, une des choses qu'on voudrait faire, c'est utiliser ces coques-là pour faire ce qu'on appelle des atomes artificiels.
Donc les atomes, finalement, on pourrait penser à eux comme si c'était des sphères qui interagissent les unes aux autres le long des directions spécifiques dans l'espace. Nous pourrions reproduire ça avec une coque de cristal liquide en utilisant les défauts. Les défauts brisent la symétrie sphérique de la goutte et donc pourraient nous permettre de faire des sphères capables d'interagir dans des directions spécifiques dans l'espace. Donc, notamment, on est capable de faire des sphères avec des symétries très intéressantes. Cette symétrie tétraédrique, triangulaire, bipolaire, sont justement les symétries des atomes de carbone. Donc on voudrait faire des atomes de carbone artificiels à une taille différente. Les atomes sont tout petits, notre coque sont beaucoup plus grandes, sont de la taille du micron. Mais ça là, c'est en fait très intéressant parce que ça nous permettrait de faire des matériaux qui sont capables d'interagir avec la lumière, dont la longueur d'onde est de l'ordre plus ou moins du micron aussi. Donc on pourrait faire des semi-conducteurs optiques, etc. Donc ça fait un peu rêver. Une autre chose aussi, c'est que les atomes qui existent dans la nature, c'est les atomes que nous avons dans la table périodique. Nous, avec nos systèmes-là, on pourrait imaginer des sphères qui sont des symétries qui n'existent pas dans la nature, donc de faire des atomes exotiques qui pourraient être utilisés pour faire des matériaux à propriétés complètement nouvelles. Donc tout ça, c'est un peu la science-fiction, mais c'est les chemins qu'on suit en ce moment. Et donc quelque chose que je voulais dire, c'est que pendant longtemps, on a voulu éviter les défauts topologiques. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas avoir des défauts dans les écrans. Aujourd'hui, on veut exploiter ces défauts pour générer des nouveaux matériaux. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, les défauts, c'était un outil extrêmement puissant pour générer des nouveaux matériaux. Et donc, là, je vous montre un exemple, une des voies à suivre. Il y a une autre voie, c'est de mettre des particules dans les cristaux liquides, des particules solides, dont leurs surfaces ont été bien traitées de telle sorte qu'elles déforment, qu'elles distordent le champ orientationnel des cristaux liquides et donnent lieu à des défauts qui sont des formes très intéressantes, des nœuds en fait. Des nœuds qui peuvent être très complexes et qui peuvent aider à autoassembler des particules dans des réseaux aussi avec des symétries intéressantes. Et ces réseaux aussi peuvent être très intéressants pour leurs propriétés. Et maintenant, il y a une autre voie qui est aussi en plein développement, c'est les nématiques actives. Et donc, Pavel va vous dire un petit mot sur ça. Oui, donc c'est un développement très intéressant parce que jusqu'à présent, donc, les molécules de cristaux liquides, par exemple, de ces cristaux liquides que nous allons utiliser aujourd'hui, tout simplement sont soumis aux fluctuations thermiques, c'est tout. Donc, dans une nématique, en gros, ces molécules sont parallèles les unes aux autres. Mais on peut aussi fabriquer les nématiques avec des objets très allongés, tels que par exemple les particules virales, ou bien les microtubules qui se trouvent dans les cellules et que les cellules utilisent pour les transports intracellulaires. Donc, en faisant une solution des microtubules dans l'eau et en y ajoutant des moteurs moléculaires, ici ce sont des kinésines, on fait en sorte que ces microtubules se déplacent les unes par rapport aux autres. Et ça génère quelque chose, c'est que ces nématiques deviennent vivants. Ils se mettent en mouvement sans qu'on le touille. Ils se mettent en mouvement en écoulement de lui-même. Alors d'où ils puisent l'énergie? Cette énergie est en fait le carburant, c'est ATP, qui est utilisé par le moteur moléculaire, la kinésine. Donc, cette recherche sur ces nématiques actifs, tu peux revenir à la... donc, elle était faite très activement à l'université de Brandeis par Dodzik et ses collaborateurs. Mais ici en France, il y a donc un groupe de théoriciens qui a posé les bases de ces nématiques actifs. Et parmi les auteurs ici, vous voyez le nom de Jacques Pro et Jean-François Joigny, qui, après d'Eugène, étaient deux autres directeurs de cette école célèbre. Alors je pense que nous sommes arrivés au terme de cet exposé, et c'est le moment
donner la parole à M. Guyon, qui va nous dire quelques mots de plus sur Diogène, qui est disparu maintenant il y a 10 ans. Merci d'abord. J'ai peu à dire parce que j'aurais probablement trop à dire. Donc si je suis peut-être un premier fils de Diogène, Pavel est un petit-fils et un des nombreux petits-fils. Et ce qu'on pourrait dire sur Pierre Gilles, c'est que à travers ce qu'a dit Pavel et au-delà, vous avez énormément de choses qui sont l'inspiration de Diogène. Une inspiration simple, comme la première fois que Pieransky a travaillé avec moi, où Diogène était avec un bout de papier dans lequel il y avait 3 équations toutes simples. Et ça nourrit la recherche non seulement de la thèse de Pavel et bien au-delà, et que ça continue. C'était l'inspirateur, et comme il l'a fait d'autres fois pour d'autres groupes, il a su associer effectivement à lui les gens qu'il avait inspirés, au point finalement qu'il aimait publier ses résultats, parfois non pas en donnant les groupes des personnes, mais en disant groupe. À ce moment-là, nous étions, Pavel et moi, membres du groupe de cristaux liquides d'Orsay. Il y a eu des groupes de polymères, d'autres groupes, mais en tout cas, l'idée, c'était finalement être l'inspirateur, un inspirateur discret, un inspirateur soutenant les jeunes qu'il avait avec lui, et qu'a été Pavel, qui n'est plus, maintenant il soutient d'autres, des petits-fils ou des petites-filles ou des arrières. Mais finalement, fêter ce 10e anniversaire, ou rappeler ce 10e anniversaire de l'inspiration de Pierre Gilles, dans le cadre des cristaux liquides, qui est quand même une des thématiques, on l'a vu pour le prix Nobel, une des thématiques chéries de Diogène, c'est en même temps fêter ou finalement ce qui a été l'esprit de la recherche que nous avons pu vivre avec lui et que nous essayons de transmettre, et dans lequel en particulier le souci pédagogique est toujours resté un élément très important. Merci. Voilà.